Profession magistrat, hors hiérarchie, faut-il le préciser. Diplômée de l'École nationale de la magistrature de Libreville, Madame le ministre, vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit privé mention carrière judiciaire. Vous avez fait un 3e cycle en gestion des ressources humaines. D'octobre 2004 à septembre 2010, vous exercez avec douceur et professionnalisme la fonction de juge d'instruction. À cet effet, vous avez instruit plusieurs affaires concernant souvent des jeunes qui vous trouvaient très rassurantes. Ainsi, vous passez doyen des juges d'instruction en octobre 2010 jusqu'au mois de septembre de 2014, conseiller à la Cour d'appel judiciaire de 2014 à 2015, présidente de la chambre d'accusation à la Cour d'appel judiciaire de Libreville de 2015 à 2019. Vous avez la charge de mener à bien les projets de loi portant sur l'égalité homme-femme et les droits des enfants par-dessus tout. Vous avez la charge de mener à bien les projets de loi portant sur l'égalité homme-femme au Gabon. Et si votre calme se rapporte à votre précieuse fonction de garde des Sceaux, eh bien c'est le président de la République qui a vu juste en vous nommant le 4 décembre 2019 ministre de la Justice. Et voici face à vous avec Erline Antonella Némé-Damas. Madame la ministre, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame le ministre. Bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir Marielle. Bonsoir Aimé Manix. Bonsoir Madame le ministre. Bonsoir Madame Biyogo. Bonsoir Monsieur Monjo. Oui, on est très ravis de vous recevoir. Madame le ministre, la justice est-elle indépendante au Gabon? La Constitution de la République gabonaise, en ses articles 67 et suivants, donc traitant du pouvoir judiciaire, énonce ceci. La justice est rendue au nom du peuple gabonais, par la Cour constitutionnelle et par les hautes cours de justice, par les différentes juridictions donc, du pays. Le juge, dans l'exercice de ses fonctions, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. D'accord. Donc, en quelques termes, donc, vous voyez que ça situe la fonction du juge au sein donc, de tout le système. Les téléspectateurs apprécieront. Je vous donne le programme, Madame le ministre, de ce numéro de Face à vous en première partie consacrée à l'échange avec Marielle. On va aborder plusieurs thématiques. La première, ce sera la loi est dure, mais c'est la loi, c'est ainsi qu'on l'a intitulée. Ensuite, on parlera des tribunaux de commerce. On va aborder le coût de la justice, parce que oui, la justice a un coût, vous nous en direz un peu plus. On parlera donc de la population carcérale et de l'état des prisons. Vous êtes prête, Madame le ministre? Je suis prête. C'est très bien. Marielle aussi est prête? Toujours Manix. C'est parti, Face à vous. Dans l'affaire dite prison break à Tubanga, il est reproché au procureur de la République près le tribunal de Tubanga d'avoir pris la décision de mettre en cage un commandant de la DGDI de façon assez radicale quand même, Madame le ministre, bafouant peut-être les règles de procédure. Est-ce qu'il encourt des sanctions, ce procureur de la République? Le ministre d'État en charge de l'Intérieur s'est déjà exprimé sur la question. Le ministre d'État est une source autorisée, donc il nous est difficile de revenir sur la question. Ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que nous sommes un État de droit et force reste à la loi. Madame le ministre, aujourd'hui, plusieurs textes ont été revus dans le but de favoriser l'égalité femmes-hommes au Gabon. Pouvez-vous revenir sur les plus importants de ces textes, Madame le ministre? Alors, avant de parler de ces textes, il faut que je parle du contexte. Oui. Ces textes répondent à un engagement du chef de l'État vis-à-vis des femmes en général. Lorsqu'il a décrété la décennie de la femme en 2015, donc décennie 2015-2025, il s'agissait d'améliorer la condition de la femme en général dans notre pays. Donc, promouvoir donc, les droits de la femme, son autonomie, lui donner sa pleine capacité à exercer ses droits dans tous les domaines de la vie politique, la vie sociale, culturelle, économique, etc. Madame la ministre, quand on regarde le cas du Gabon, contrairement à ce qui se passe par exemple en Afrique de l'Ouest ou de l'Est, on a l'impression que la femme gabonaise était déjà émancipée, même dans les années 1960. Mais aujourd'hui, est-ce que ces textes ne viennent pas biaiser un peu la coutume gabonaise? Écoutez, moi je pense que vous avez trouvé la réponse en disant qu'elle était déjà émancipée. Pourquoi renforcer alors? Mais renforcer parce que dans les textes, bon, il faut savoir que le corpus juridique d'abord répond à une hiérarchie des normes. Dans la Constitution de la République gabonaise, dans son préambule, il y a un principe. Les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Nous avons passé en revue les textes existants qui sont obsolètes parce que le Code civil date de 1963. Et nous avons pu constater, par exemple, dans ce texte, donc qui fait partie du programme Gabon Égalité,
comme d'autres textes sur l'élimination des violences faites aux femmes, comme la réforme du code pénal. Oui. Nous avons pu constater, par exemple, dans ce texte, qu'il y avait des dispositions discriminatoires, non seulement à l'égard des femmes, mais qui ne répondaient pas aux exigences de conformité de la Constitution gabonaise. D'accord. Donc, il s'est agi de faire une refonte de ces textes en s'arrimant à la Constitution, en nous arrimant à la Constitution. Donc, c'est ainsi que, pour reprendre le fil, vous m'avez posé la question des textes Gabon Égalité, 3 textes principaux. Une loi spécifique portant élimination des violences faites aux femmes. Vous allez me poser la question, j'anticipe, pourquoi une loi spécifique? Parce que les textes que nous avions présentement ne luttaient pas suffisamment contre les violences faites aux femmes. Il y avait des dispositions dans le code pénal qui sanctionnaient les agissements en général, de meurtre, de coups et blessures, de harcèlement sexuel, etc. Ouais. Mais ces textes, s'agissant de cette loi spécifiquement, a un apport majeur. Pourquoi? C'est un texte qui définit toutes les formes de violence que subissent les femmes. C'est un texte qui prend des mesures, que ce soit des mesures de prévention, des mesures d'éducation, des mesures de protection, des mesures même en matière de communication, concernant donc les violences faites aux femmes. C'est un texte qui met en exergue, qui demande la participation de plusieurs départements. Donc c'est un texte transversal, oui. Que ce soit en matière de santé, en matière de justice, en matière d'affaires sociales, de communication, de défense, etc. C'est ça la richesse de ce texte. Donc c'est toute une politique publique avec des programmes, des mesures qui permettent donc, avec d'ailleurs même un observatoire, donc qui permettent donc, en identifiant les indicateurs, de voir si la politique publique que nous avons qui est mise en œuvre présentement sera efficace. Nous avons vu la participation de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la conception de cette politique publique. Comme vous le savez, dans tous les pays du monde, les fondations d'utilité publique, les associations, sont des partenaires du gouvernement parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État s'associe, donc demande le concours. Comme ici, vous avez vu au Gabon, beaucoup d'associations participent à l'action de l'État. Donc ça a été le cas à ce moment-là. Nous avons un autre texte, donc le Code pénal, qui durcit les sanctions. Donc qui vise plus précisément les auteurs de ces actes, que ce soit l'époux, l'ancien époux, le concubin, des personnes qui ont eu une emprise à un certain moment sur ces femmes. Le nouvel apport du Code pénal, c'est, s'agissant de l'avortement, qui est une cause dans notre pays de décès pour beaucoup de femmes, puisque des fois pratiquée dans des conditions pas du tout conformes. Or, en dehors du milieu hospitalier, nous avons renforcé le dispositif de l'interruption volontaire de grossesse, mais en gardant le fait que l'IVG est interdite au Gabon. Mais comment on interdit l'IVG et vous renforcez le dispositif? Nous l'avons encadré. Justement, le fait d'avoir interdit, parce que nous l'avions encadré par rapport à des délais. Est-ce que le problème n'est pas son interdiction? Nous l'avions interdit par rapport aux délais, par rapport aux conditions, mais nous avons augmenté les délais qui passent de 10 à 12 semaines. Nous avons gardé les cas spécifiquement énumérés pour l'IVG. Il faut savoir que nous sommes un pays nataliste. On ne peut pas, le but, ce n'était pas d'autoriser l'IVG, mais de l'encadrer pour que plus de femmes prennent le temps de réfléchir, de savoir qu'elles sont en sécurité, qu'elles peuvent consulter un médecin, une assistante sociale, pour prendre la décision en toute connaissance de cause, sans risquer leur vie. Vous avez parlé de 3 textes, Madame le ministre, peut-être parler. Nous avons donc ajouté à l'article concernant l'IVG la notion de détresse. Donc, une dame peut aller expliquer à son médecin pourquoi, etc., dans les délais, bien sûr, pour qu'elle soit encadrée. Nous avons, dans ce texte, dans le texte, nous allons passer au Code civil, nous avons augmenté les délais de déclaration, parce que Gabon Égalité, ce n'est pas que les femmes, c'est égalité également. Nous avons augmenté les délais de déclaration de naissance, qui se passent de 3 jours à 15 jours. C'est un gros problème dans notre pays. Ce délai court était souvent pris comme prétexte pour la non-déclaration des enfants. Oui. Donc nous avons rallongé ce délai, 15 jours pour donc les chefs-lieux de province et 1 mois pour les lieux plus reculés.
C'est la première innovation. Nous avons également touché au Code civil dans sa version, s'agissant du mariage, du contrat de mariage, parce que le contrat de mariage, donc les dispositions du Code civil comportaient des dispositions discriminatoires. Donc il plaçait la femme dans une position, on va dire, d'infériorité. La femme n'avait pas sa pleine autonomie, la femme ne pouvait pas exercer pleinement ses compétences. Donc nous avons donc modifié certaines dispositions du code civil. Mais vous aviez parlé un peu de tradition tout à l'heure. Je vais vous dire que là, nous sommes dans l'arrimage au droit. C'est-à-dire que nous donnons à la femme tous ses droits, comme le prévoit la Constitution, comme le prévoient nos engagements internationaux. Il ne s'agit pas de toucher à la coutume ou quoi que ce soit, parce qu'au-delà de tout, la relation de couple, c'est un contrat consensuel. Mais nous ne pouvons pas rester dans un état où nous avons une femme qui est dans une position inférieure à celle de l'homme en matière d'exercice de ses droits. D'accord, Madame la Ministre. On va poursuivre, on va parler à présent des tribunaux de commerce. D'abord, c'est quoi un tribunal de commerce, Madame la Ministre? Alors, le tribunal de commerce, donc déjà, c'est une juridiction spécialisée. Oui. Donc, c'est tout nouveau. Oui. C'est tout nouveau. Donc, nous avons dans l'une des recommandations des orientations du plan stratégique Gabon émergent, c'était de diversifier l'offre juridictionnelle. Oui. Une politique publique a été mise en point pour cela. Donc nous avons entre autres créé le tribunal de commerce, le tribunal du travail, les juridictions spécialisées en matière de travail. C'est quoi un tribunal de commerce? Oui, en quoi c'est une juridiction qui est chargée de juger les litiges entre particuliers et commerçants, entre commerçants et les litiges entre sociétés commerciales, etc. Voilà la particularité de la juridiction commerciale. Et concrètement, Madame la Ministre, comment vont fonctionner ces tribunaux de commerce et comment seront-ils déployés à l'échelle nationale? Ils fonctionnent très bien. Le tribunal de commerce de Libreville a été installé depuis février 2020, si mes souvenirs sont bons. Donc, puisque vous êtes à l'actualité, oui. Il y avait un reportage dessus. Donc, nous avons installé ces tribunaux. Nous avons fait l'élection des juges consulaires, c'est-à-dire que c'est un tribunal qui comprend en même temps des magistrats professionnels et des magistrats non professionnels, oui. Donc les commerçants. Donc l'élection s'est bien passée. Ils ont commencé à exercer, et d'ailleurs, dans les statistiques, les délais de traitement en matière commerciale ont très largement diminué. Et nous avons même des délais de traitement pour rendre des décisions de 3 mois, etc., etc. Donc je pense que puisque nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Promotion des Investissements, dans le nouveau classement Doing Business à ce sujet, je pense que nous allons remonter. Ça va se déployer jusqu'à l'intérieur du pays? Il est prévu un déploiement jusqu'à l'intérieur du pays. D'ailleurs, dans la loi de finances 2022, que nous sommes allés défendre vendredi au budget, nous avons demandé une dotation pour ces tribunaux de commerce, pour leur déploiement à l'intérieur du pays. Très bien, on va parler du coût de la justice, Marielle. Madame le ministre, ce n'est un secret pour personne, les procédures judiciaires sont longues et très coûteuses. Oui. Madame le ministre, déposer une plainte, se faire établir un casier judiciaire et autres. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça rapporte en termes de chiffres? Bon, quand vous dites que les procédures judiciaires sont longues, les politiques publiques que nous sommes en train de mettre en place, justement, diversifier l'ordre juridictionnel, pour raccourcir les délais. D'accord. Première chose. Oui. Puisque nous spécialisons. Vous savez que lorsqu'on est spécialisé, on est plus efficace dans le règlement d'un litige, etc. Et donc, à ce sujet, s'agissant de la cherté, je pense que vous basez plus sur les frais des avocats. Oui, on allait y arriver, Madame la ministre, très bien, effectivement. Oui. Voilà, parce que quand vous dites que la justice est chère, vous savez, il faut faire fonctionner les tribunaux. Nous avons des tribunaux dans tout le pays. Oui. Donc nous sommes l'une des administrations, je pense les autres aussi, qui sont présentes dans tout le pays. Et faire fonctionner la justice, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est dire que l'État ne vous octroie pas l'État octroie, mais vous savez... Est-ce que les tribunaux sont des épiques, Madame le ministre? L'État, pour nous octroyer des financements, nous faisons rentrer de l'argent, il y a un trésor public, donc on reverse l'argent au trésor public,
Et donc, le Trésor public a une part, sûrement, qu'il remette dans le budget pour pouvoir faire fonctionner toutes les administrations. C'est ça le principe. Hein. Oui. Donc, nous sommes comme toutes les administrations. Mais Madame le ministre, on a l'impression que dès qu'on devient avocat, on est tenté directement d'ouvrir un cabinet. C'est à croire que ce marché de niche rapporte gros aux avocats. Madame le ministre, quelle est la réglementation en matière de création et de fonctionnement de cabinets privés d'avocats au Gabon? Le texte qui porte réglementation de la profession d'avocat prévoit un certain nombre de conditions, notamment avoir au moins une maîtrise en droit et également exercer pendant quelques années en qualité de stagiaire dans un cabinet d'avocat. Il avait également été prévu dans le même texte l'ouverture d'une école d'avocats. Les choses ne sont pas faites, ça date d'environ 5 ans ou plus. Et donc, l'année dernière, nous avons revu le texte pour autoriser les avocats qui avaient passé plusieurs années dans les cabinets, des fois 5 ans, dans des cabinets d'avocats en qualité de stagiaire, de pouvoir qu'ils puissent prêter serment. C'était chose faite. Ça a engendré beaucoup de contentieux d'ailleurs, de l'ordre des avocats. Mais nous allons revenir sur la création de cette école, justement, pour permettre une visibilité à tous, que ces avocats soient bien formés et que la réglementation, je ne dis pas qu'elle a été mal appliquée, puisqu'ils ont suivi les règles, en fait. Mais nous n'avons pas réellement d'emprise sur, à part le fait de leur faire prêter serment, mais sur l'exercice, sur la création d'un cabinet. On a l'impression qu'ils s'enrichissent bien, les avocats. On passe à un sujet assez fatidique, population carcérale et état des prisons. Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à combien s'élève aujourd'hui le nombre de prisonniers dans l'ensemble des prisons du Gabon? 5226 détenus. Précisément. Oui. Et Madame le ministre, le grand banditisme va en s'accentuant, je ne vous apprends rien, aussi bien dans la capitale gabonaise qu'à l'intérieur du pays. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ouvrir d'autres établissements carcéraux? Nous avons présentement un projet dans le PSGE, d'ailleurs, celui de la modernisation des prisons. Donc nous avons, depuis l'année dernière, nous avons une dotation dans la loi de finances de l'année dernière d'environ 800 millions, un peu moins d'1 milliard, sur la réhabilitation et l'extension des prisons, de l'intérieur du pays notamment, et celle de Libreville particulièrement. Celle de Libreville est en travaux. S'agissant des prisons de l'intérieur du pays, tous les appels d'offres ont été passés. Nous sommes en phase de signature. Donc les travaux débuteront dans un temps que je ne pourrais pas vous déterminer. Madame la ministre, pourquoi moderniser et pas construire d'autres prisons? Nous sommes sur la question de la construction de la prison. Est-ce qu'on peut espérer avant 2023? Nous sommes sur le format du financement, en réalité, de cette nouvelle prison. Le site est déterminé, donc les études sont en train d'être faites. Nous avons identifié le site. Nous sommes dans la concrétisation. D'ailleurs, nous avons constaté que même les documents de propriété du site n'étaient pas effectifs. Nous sommes dans cette démarche-là. Ce sera quel style de prison? Est-ce que ce sera un peu à l'américaine, comme ce qu'on voit dans les films, ou alors ce sera dans les mêmes conditions de détention des prisonniers actuels? Ce sera une prison où toutes les règles, nous respecterons toutes les normes internationales en matière de prison. Espérons-le. Madame le ministre, est-ce qu'il y a des prisonniers politiques au Gabon? Qu'est-ce que c'est qu'un prisonnier politique? À vous de nous le dire, Madame la ministre. Mais vous me posez la question, vous semblez savoir de quoi vous parlez. Alors, prisonniers, peut-être que ce seraient ceux qui ont fait la politique, mais qui se retrouvent en prison, qui ont défendu le système, par exemple. D'accord. Bon, il se trouve que, à ma connaissance, les prisonniers qui sont en détention présentement le sont pour des crimes ou délits de droit commun. D'accord. Donc, un prisonnier politique, à mon sens, je pense que ce serait celui qui serait emprisonné pour son engagement politique. Ben, présentement, dans les prisons centrales de tout le Gabon, il n'y a pas de prisonniers politiques. Heureusement. On va prendre les questions de vos compatriotes, Madame la ministre. Vous allez revenir sur le plateau pour y répondre. Allez, les questions des populations. Alors, bonjour Madame la ministre. Je suis Pamela Rosine Bonbeng. Ma question est la suivante. Par rapport aux mesures qu'il faut prendre pour faire des enquêtes dans les commissariats, les brigades et autres structures de la place, le cas de la garde à vue, si elle excède les 48 heures, est-ce qu'il y a des mesures que vous prenez dans vos administrations pour sanctionner les enquêtes mal faites, surtout par rapport à ce domaine?
Je me prénomme Judex. Et par rapport à l'émission, j'aimerais savoir, sinon j'aimerais poser une question à Madame le ministre. Qu'est-ce qu'elle pense des conditions de détention de nos frères, de nos compatriotes dans les prisons de notre pays? Est-ce que ces conditions respectent ou respecteraient les droits de l'homme? Je suis Madame Bouanga Marie-Louise. Par rapport à la question qui illumine actuellement la République pour Bersal, je voudrais savoir qu'est-ce que Madame le ministre de la Justice pense. Parce que c'est le peuple gabonais qui a été traqué par une banque qui a servi dans l'informel. Et c'est tout ce que je peux demander à Madame le ministre. Je m'appelle Anissé Wilfried. Je m'interroge un peu sur la justice gabonaise en ce moment. J'ai mon oncle, ça fait 4 mois, il est incarcéré au Gros Bouquet. Bon, c'est vrai que nous sommes en période de post-Covid où il n'y a pas de visite, mais il n'y a pas de procès non plus pour lui. Maintenant, nous, la famille, on s'interroge. S'il meurt là-bas, ou bien s'il a un problème, qu'est-ce que la justice va nous dire? Qui va assumer les responsabilités? Moi, c'est un peu ça la question que je tenais à poser au ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je me prénomme Ndomba Axel Junior. Ouais, la question que j'avais à poser à Madame le ministre est la suivante. Pourquoi l'administration juridique gabonaise est aussi lente? Ça, c'est un. Et d'autre part, pourquoi les problèmes que nous pouvons souvent résoudre dans les commissariats ou c'est les chefs de quartier, nous arrivons toujours au tribunal avec ces petits problèmes-là et pourtant nous pouvons les gérer dans les arrondissements, les brigades et les commissariats. Je me présente Lionel Ngabonais. J'aimerais savoir pourquoi le directeur général de l'ONG, le responsable autant pour moi de l'ONG SOS Prisonniers, a-t-il été interdit d'accès à la prison centrale par les autorités de la dite prison? Alors, Madame le ministre, vous avez écouté vos compatriotes et on va y répondre de façon graduelle. Commencez peut-être par Madame Pamela Obon qui demande quelles sont les mesures prises par rapport au garde à vue qui excède les 48 heures. Oui. Alors, la loi, le code de procédure pénale est clair sur la question. Ce procureur de la République qui est censé surveiller donc la durée légale de garde à vue. Donc les OPJ, lorsqu'ils interpellent une personne et qu'ils commencent à mener l'enquête, ils doivent informer le procureur de la République de ce qu'une personne est en garde à vue. Et le procureur de la République délègue des substituts, des procureurs adjoints chargés de vérifier donc que la durée légale de garde à vue n'a pas été dépassée. Madame le ministre, quand elle est dépassée, qu'est-ce qui est fait? Normalement, elle n'est pas dépassée. Ah, mais ça arrive souvent, Madame le ministre, parfois il y a 72 heures dans un commissariat. Parfois même une semaine dans Oui. un commissariat. Bon. Peut-être regarder cela. Il faut dire en réalité que les procureurs de la République ont un pouvoir de notation sur les OPJ. Voilà le pouvoir qu'ils ont. Donc si ce sont des phénomènes qui sont récurrents, ils doivent le savoir et ils doivent pouvoir interpeller les commissariats qui sont coutumiers des faits ou les OPJ spécialement qui sont coutumiers des faits pour rectifier la chose. Est-ce qu'il y a des sanctions encourues? Il peut y avoir des sanctions encourues si les faits sont avérés. Mais pour l'instant, oui. Je pense qu'ils surveillent quand même les délais de garde à vue. Quand vous interpellez là les procureurs de la République, oui, on va poursuivre Marie. C'est de leur... Madame la ministre, de leur responsabilité. Madame Judex demande que pensez-vous des conditions de détention dans les établissements carcéraux gabonais? Est-ce qu'elles respectent les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le Gabon, qui est quand même membre non permanent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Oui. Est-ce que cela... ne va pas en contradiction avec la réalité sur le terrain, Madame le ministre garde des Sceaux? Surtout que récemment, le Gabon a été mal noté en ce qui concerne les droits de l'homme. La notion de droits de l'homme, c'est une notion que tous les compatriotes doivent s'approprier, que ce soit les gardiens de prison, tout le monde. Ce sont des notions, on va dire, nouvelles. Le respect des droits de l'homme, c'est un état d'esprit, c'est une éducation, on va dire. Nous nous attelons à cela présentement. La première chose pour le respect des droits de l'homme, c'est nous sommes en train d'améliorer les conditions de détention par l'extension, par tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de le faire par une réforme de la justice. Nous avons, je vais vous donner un exemple, nous avons présenté dernièrement au gouvernement le texte sur les peines alternatives. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une alternative à l'emprisonnement. Ça veut dire que
On peut, le code pénal prévoyait dans son chapelet de peine que l'inculpé ou le prévenu pouvait faire un travail d'intérêt général pour payer sa dette à la société. Oui. Donc ça, c'est déjà une manière de respecter les droits de l'homme et une manière de lutter contre la surpopulation carcérale. Absolument, oui. Nous avons donc, d'autre part, nous sommes dans l'élaboration, nous avons déjà élaboré d'ailleurs, nous sommes en train de peaufiner le texte sur le juge de l'application des peines. Oui. Donc ce sera une juridiction ou un juge qui sera chargé de vérifier au respect des conditions de détention, justement, de veiller à ce que les délais de détention soient respectés, qu'il n'y ait plus de détenus qui passent des années sans être jugés, etc., etc. Tout ceci, justement, dans le respect des droits de l'homme. Est-ce que finalement vous répondez à la question de M. Anissé qui demandait comment on retrouve encore des personnes en prison, à la prison du Gros Bouquet, notamment à Libreville, sans être jugées, Madame le ministre? Il parlait de son frère qui a déjà fait 4 mois, mais moi je connais, pour avoir mené des enquêtes, des personnes qui ont fait 6 ans alors qu'ils encouraient des peines s'ils avaient été jugés de 5 ans à la prison de Libreville. Oui. Mais c'est fort de tous ces constats que nous avons revu justement la politique pénale en matière de justice, donc la mission justice. Donc vous avez la charge. Mais ça rentre quand en vigueur, Madame le ministre, tout cela? Il y a une chose déjà, les sessions criminelles se tiennent régulièrement. La loi prévoit combien de fois par an? La loi prévoit 3 sessions criminelles. Oui. Et vous savez que là-bas, au tribunal de Libreville, les dossiers sont triés sur le volet? Les dossiers ne sont plus triés. S'ils étaient triés, ils ne sont pas plus triés sur le volet. Vous avez suivi l'actualité des sessions criminelles, vous avez vu, puisque vous envoyez souvent, vous envoyez sûrement un journaliste. On est au fait. De très près, oui, Madame Voilà, la ministre, oui. vous avez vu les durées de détention, vous avez vu que nous prenons tous ceux qui ont une longue durée de détention d'abord, et au fur et à mesure, ça va crescendo. Est-ce que l'année 2021 restera la dernière pour attendre seulement les sessions criminelles pour juger ceux qui ont duré sans être jugés? Madame le ministre, on l'aura plus en 2022, ces prisonniers qui durent en prison sans être jugés, sans attendre qu'il y ait une session criminelle. Ah non, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est plusieurs choses. Les sessions criminelles sont statutaires. Donc chaque année, nous devons faire des sessions criminelles. Nous sommes restés, pas les années récentes, mais quelques années avant, il est arrivé où pendant 1 an, il y avait des dysfonctionnements. Maintenant, régulièrement, nous les tenons. Régulièrement, nous avons des commissions chargées de surveiller la régularité des détentions. Donc de passer au crible tous les dossiers, de savoir qui est détenu régulièrement, Oui. de voir ce qu'il y a à faire pour ce dossier, de régler au cas par cas. Madame la ministre, Madame Marie-Louise vous pose la question de l'affaire Bearsarl. Vous la connaissez certainement, il n'est plus besoin de vous rappeler les faits. Une banque qui avait escroqué les concitoyens gabonais jusqu'à présent qui ne sont pas rentrés en possession de leurs dus. Qu'est-ce qui se passe au niveau du tribunal? Est-ce que l'affaire est en cours? Est-ce qu'elle avance? L'affaire Ou est-ce que est en cela ne cours. relève pas de votre compétence? L'affaire est en cours depuis quelques années. Et par rapport à la question de notre compatriote, Oui. nous allons de nouveau faire le point sur cette affaire et voir pourquoi il n'y a pas d'aboutissement. Madame le ministre, l'ONG SOS Prisonniers, selon vos compatriotes, a interdiction d'accès à la prison centrale. Pourquoi? C'est une information, je pense, qui est erronée parce que j'avais donné instruction, justement, de permettre à ce qu'ils puissent intégrer la prison centrale, puisque c'est une association. Les associations sont les partenaires du gouvernement. Il vous suit, Puisque les Madame associations- le ministre, le président de cette ONG, oui. Puisqu'il m'écrit souvent, puisque je le reçois, s'agissant de cette question, il est venu me voir. J'ai donné instruction à ce qu'il puisse accéder Très bien. à la prison centrale. Et peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a des affaires qui peuvent être traitées dans les commissariats et d'autres au tribunal? Pour l'instant, non, parce que la loi ne le prévoit pas. Mais il faut savoir que le commissariat, ce n'est pas son rôle. Le commissariat est sous la direction du procureur de la République pour mener les enquêtes. Ils n'ont pas présentement la formation pour traiter des affaires. Ce qu'il est souhaitable, c'est que lorsque l'affaire arrive au parquet de la République, il y a des affaires que le procureur de la République classe ensuite. Donc il y a plusieurs degrés. Et il est souvent préférable
que le magistrat, donc qui a la formation, qui est une personne avisée, puisse regarder de quoi il s'agit. Parce que si vous allez jusque dans un commissariat pour traiter une affaire, si ce n'est pas une affaire civile, ça veut dire qu'il y a une violation de la loi quelque part. Et les personnes habilitées pour pouvoir prononcer des sanctions ou pour pouvoir se prononcer en matière de violation de la loi, ce sont les magistrats. Merci, Madame le ministre. Peut-être pour finir, Madame le ministre, qu'est-ce que vous faites des cas récidivistes? La justice gabonaise est confrontée à ce problème. Qu'est-ce que vous en faites, Madame le ministre? Les gens qui n'ont plus peur d'aller en prison. Nous sommes également dans une politique de réinsertion. Nous avons, depuis l'année dernière, nous sommes en train de réhabiliter tous les ateliers de la prison centrale qui permettent aux détenus de pouvoir garder un contact avec la vie normale, de ne pas être complètement désocialisés. Donc nous avons ce projet qui est en cours et d'ailleurs qui est en train d'être exécuté, ça je peux vous le dire. Nous avons celui des mineurs qui sont récidivistes. Vous avez vu que l'école, c'est aussi un moyen de réinsertion. La fondation Sylvia Bongo Ndimba nous aide beaucoup, puisque c'est une fondation d'utilité publique, comme je l'ai dit, s'agissant de la formation des mineurs donc, en milieu carcéral. Donc, ils ont initié ce travail. Et pour la réinsertion des mineurs, d'ailleurs, ils sont en collaboration avec le centre d'accueil Arc-en-Ciel. Donc, des mineurs qui sortent de prison, qui n'ont pas de famille qui les accueille, sont placés à ce centre d'accueil, qui assure le suivi par le biais d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux, etc., pour pouvoir les remettre sur le Et les écoles de la prison centrale de l'Hébride qui ont fait de bons résultats aux examens de fin d'année. Merci Marielle d'avoir rapporté ici les questions de vos compatriotes. C'est la fin de la première partie. On va passer au face-à-face avec un de nos compatriotes. Deuxième partie de ce numéro de Face à vous. Bonsoir Maître Moubembe, c'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir. On dit que vous êtes avocat des causes difficiles et non des causes perdues. Vous avez bien parlé. Qu'est-ce qu'on entend par cause difficile, Maître? Ce sont les causes, à peine je viens de défendre une cause à Tchibanga. Oui. Le policier de la DG, le commandant de la DGDI. Vous savez qu'en face, il y avait une partie civile qui a porté plainte, c'est une bonne chose, mais vous savez aussi qu'au niveau du tribunal de Tchibanga, le procureur de la République, les gens le prennent parce qu'il est jeune, il se présente très jeune, mais les gens n'ont pas... je ne demande pas que les gens aient peur de lui, mais le respect, parce qu'il est le garant de la justice. C'est ce que j'ai dit. Pendant ma plaidoirie, j'en ai parlé, j'ai attiré l'attention de la population que dorénavant, vous devez respecter le procureur de la République. Sinon, pourquoi nous prendre, nous les avocats? Vous faites bien de parler de ça. Madame la ministre, est-ce que vous l'entendez de la même manière par rapport au procureur de la République pour le tribunal de Tchibanga? En ce sens il mérite le respect des justiciables. Mais je découvre un aspect qui me paraît un peu curieux. Le procureur de la République est le garant de l'application de la loi dans tout lieu où il se trouve, et de par ce fait, la population, dans son entièreté, doit le respecter. D'accord. Allez, peut-être une question, Maître Moubembe. Vous avez suivi la première partie avec beaucoup d'attention, j'imagine, et vous avez des questions. On va ouvrir le débat avec Madame Je félicite Madame le ministre. Très bien, oui. Elle a répondu, elle a su défendre son département. Bon, vous voyez, c'est dit que je souhaiterais que nous abordions certaines questions, la surpopulation. Certaines, elle en a parlé, la surpopulation carcérale, la longueur de détention préventive, les cellules d'isolement. Les magistrats, je ne les attaque pas, sont pressés pour mettre les citoyens en prison, en détention. Mais pour les juger, ça prend du temps. Et d'autres, je connais, qui sont restés 1 an, 2 ans. En matière criminelle, il faut 2 ans le maximum de détention. En matière délictuelle, quand il s'agit de délits, il faut à peu près 1 an et demi.
mais il dépasse. Nous, les avocats, nous nous battons, mais nous ne sommes pas compris. Il faut reconnaître aussi, il faut le reconnaître que les magistrats ont du travail. Il y a trop de dossiers. C'est comme si, je ne parle pas des juridictions à l'intérieur, Oui. mais je vous parle de la juridiction ici à Libreville. À Libreville, oui. Vous avez une question à formuler, peut-être qu'au soin de Madame le ministre qui pourrait la Bon, mais c'est récupérer pas- pour mais pouvoir quelque trouver des part- solutions. mais quelque Maître. part, ce n'est pas la faute aussi Oui. du gouvernement. Si les gens, ce n'est pas le ministre qui demande aux gens d'aller voler, d'aller tuer, et on est obligé d'arrêter. Mais ce que je souhaiterais, c'est que ça se passe vite, que Oui. les gens soient vite jugés. Une très belle proposition. Et Madame le ministre avait répondu au cours de l'échange que vous êtes en train de réfléchir pour pouvoir raccourcir la durée de procédure. Peut-être Et- renchérir encore, pardon maître, peut-être renchérir encore ce projet. Alors, nous avons deux cas de figure là dans ce que vous évoquez. Nous avons deux problèmes. Un problème infrastructurel. Donc, les infrastructures n'ont pas suivi déjà, parce que la surpopulation, ce n'est pas tant la longueur des détentions. La surpopulation, c'est un trop plein de personnes dans un lieu donné à un moment donné. Donc, s'agissant du problème infrastructurel, nous sommes en train de régler le problème, notamment par l'extension des prisons et réhabilitation, en attendant de construire une nouvelle prison. Nous avons de l'autre côté, le problème humain, donc des magistrats, des ressources humaines. Vous avez bien, et je vous en remercie, vous avez bien souligné le fait que les magistrats ont beaucoup de dossiers, ont beaucoup de travail. Ça, c'est un aspect que la population ne connaît pas. Pour ce faire, il y a également une gestion des ressources humaines qui n'a pas été bien suivie. Nous essayons de rattraper les choses et d'ailleurs, nous avons sollicité l'organisation d'un concours. Donc pour augmenter déjà la capacité de magistrats. Oui. Mais nous avons également axé nos efforts sur la formation continue. Donc nous avons élaboré un programme de formation continue cette année pour pouvoir renforcer les compétences des magistrats, parce que ça peut être aussi une solution oui. donc, à la surpopulation carcérale. Nous avons d'autre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons commencer à mettre en pratique les peines alternatives à l'emprisonnement. C'est ce que j'allais souhaiter. Oui. Très bien. Voilà. Donc nous sommes déjà, nous l'avons présenté en Conseil des ministres. Oui. Voilà. Donc nous sommes conscients de tous ces problèmes et nous sommes en train de les régler. C'est une priorité du gouvernement. Maître, mais sur la question d'isolement, Oui, vous interrogez aussi oui, dessus, oui. allez-y. Oui, pourquoi cette pratique? Je ne sais pas si vous êtes informé. Il y a des cellules d'isolement. D'abord, lorsqu'on arrive, un nouveau, alors qu'il n'est pas encore condamné, même lorsqu'on est condamné, on est toujours libre, même si on est condamné. Mais les détenus, dès qu'ils arrivent, on les rase. On enlève leurs cheveux. C'est inhumain. Et lorsqu'on le fait, c'est de façon brutale. C'est pour qu'il y a d'autres prisonniers qui n'acceptent pas. Mais on oblige, c'est les gens qui n'acceptent pas, à subir ce traitement. Et quand ils ne sont pas d'accord, on les envoie dans des isolements. Madame le ministre. Oui. Il faut mettre fin à cela. Surtout, même lorsqu'on est condamné. Oui. Allez, Madame le On a ministre, toujours allez des répondre. Notre pays est membre du Conseil des droits de l'homme. Oui. La prison centrale a un règlement qui date de très longtemps. C'est le moment, je pense, de regarder un peu tous les contours du traitement des détenus dans les maisons d'arrêt. Mais il faut également savoir que les agents de la sécurité pénitentiaire sont un corps qui est très mal connu. Parce qu'eux également, comme les magistrats, ont beaucoup de travail, ont beaucoup de difficultés. Vous imaginez gérer dans un espace confiné autant de personnes, il faut pouvoir mettre de la discipline, de l'ordre dans tout cela. Donc, là, nous avons sur notre table d'ailleurs, nous avons transmis
secrétaire général du gouvernement, une réforme sur la Commission nationale des droits de l'homme. Donc c'est celle-ci. Donc il y aura des pouvoirs plus étendus, qui sera chargée justement de surveiller les conditions de détention dans les maisons d'arrêt, le respect des droits de l'homme. Donc voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord, madame? C'est un souhait. Je souhaite que vous essayiez. J'ai appris que vous avez visité récemment, mes félicitations, la maison d'arrêt. Mais j'aimerais bien que vous discutiez avec les responsables de là-bas. Est-ce que c'est devant moi? J'ai vécu cela, excusez madame le ministre, j'ai vécu cela. Bastonner, est-ce qu'ils ont le droit de bastonner un prisonnier? On entend des cris. C'est comme si c'était la torture. Sachant qu'un avocat est là, il entend tout. Et je dénonce cela à vous, la première responsable. Madame le ministre. Maître Moubembe, le principe de précaution veut que lorsque je suis saisie officiellement d'un fait quelconque qui touche au domaine de la justice, que je vérifie spontanément. Vous ne m'avez pas saisi sur la question. Je n'étais pas au courant que devant vous, un détenu a été bastonné. C'était même pas mon client. Je vais utiliser les termes que vous avez employés. Vous me saisissez? Je vous Je saisis l'inspection. Je dis parce qu'il y a une inspection à la sécurité pénitentiaire qui me fasse un rapport sur la question. Il n'y a pas que ça, la question de l'isolement. Pourquoi? Vous ne m'avez pas saisi, maître. Les deux questions, je vous comprends. Je vous informe. L'émission nous permet. Pour que c'était face à face, un débat, oui. Je prends à témoin le peuple. Vous n'avez pas saisi, madame le ministre, dit-elle. Oui, que je n'ai pas saisi, mais je viens de le lui. D'accord. Je viens d'informer madame le ministre. Oui. Donc elle est informée. Maintenant de que je façon suis informée, je vais officiellement et publiquement. Oui, je le ferai, ne vous en faites pas. Non, mais je suis informée. Mais faites-nous, parce que le peuple suit, faites-nous la promesse que dès que vous serez saisi, vous réglerez toutes ces questions-là. Maître Moubembe, je compte sur vous, madame. Ce sont des dires. Je n'ai pas encore eu la position de la prison centrale sur cette question. Donc il faut d'abord que j'ai le rapport. Voilà. D'accord. Je vous fais confiance. On poursuit. Oui. Les conditions de vie sociale et de travail des magistrats et des greffiers. Je suis très surpris. Je prends l'exemple récent, parce que j'ai été à Tibanga. Oui. Il n'y a pas que Tibanga à Libreville. Les conditions de vie. À l'époque où j'étais l'avocat de la République gabonaise, à ne pas confondre avec l'avocat de l'État. J'avais la chance, l'avocat de la République avait la chance de déjeuner avec le président de la République. L'avocat de l'État, non. L'avocat de la République que j'étais reçu la nuit comme le jour par le président de la République. Aujourd'hui, je pose la question des conditions de vie sociale et de travail des magistrats. J'avais proposé au président de la République de l'époque, le défunt président Omar Bongo, de faire en sorte que les magistrats aient une cité vive, parce que les magistrats vivent dans des conditions. Je ne suis pas l'avocat. Vous adressez à un ministre de la Justice qui est magistrat. Oui. Madame le ministre, ça touche votre sensibilité, ce que Maître Moubembe dit maintenant. Qu'une cité, j'avais proposé une cité, qu'on construise une cité spéciale pour les magistrats. Des logements pour les magistrats. Des logements pour les magistrats. Ça vous concerne peut-être. Mais à la condition que le magistrat accepte que ce ne soit pas obligatoire que les magistrats aillent vivre dans cette cité. Donc s'ils acceptent, le magistrat emmène, si c'est une femme, son mari. Est-ce qu'en tant que ministre, vous défendrez ce projet auprès de qui de droit? Je renouvelle ce projet. Vos confrères, madame le ministre? Il y a présentement 600 et quelques magistrats. 600 et quelques magistrats sur le territoire, oui. Sur le territoire gabonais. Bien sûr, il a touché à ma sensibilité parce que je suis magistrat de profession. Mais présentement, une commission mixte paritaire a été mise en place. Donc j'ai pris une décision paritaire, syndicats, membres de l'administration judiciaire, pour régler les problèmes afférents au
conditions de vie des magistrats. Les textes qui doivent leur être appliqués, la révision éventuelle de certains textes, ainsi de suite. Donc, tous ces problèmes sont passés à la trappe pour que nous puissions assurer les meilleures conditions qui soient à ces compatriotes, à nos compatriotes, qui ont un travail pénible, et je pèse mes mots, qui ont un travail où l'humain est au cœur de ce travail, parce que tous les jours que Dieu fait, ils doivent rendre justice. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Tous les jours, qu'est-ce que je dois donner comme décision? Il faut que je sois juste, il faut que je sois équitable. Donc tous ces problèmes-là vont être pris en compte. La faisabilité, vous avez donné une solution qui est la construction d'une cité. Peut-être que ce sera une solution, peut-être que nous trouverons d'autres solutions, mais nous sommes en train d'étudier la faisabilité. En tout cas, vos collègues magistrats peuvent vous applaudir. Maître Mbembe, peut-être d'autres questions? Non, je dirais, il ne s'agit pas uniquement de cela. Oui. Je souhaiterais la protection. Je ne suis pas magistrat et je parlerai également des avocats. C'est très bien. La protection des magistrats. Comment expliquez-vous? J'ai été l'avocat au cours récemment. Il y a eu la cour, pas criminelle à propos... Spécial militaire? Spécial militaire. J'ai été surpris. Après l'audience, nous avons travaillé toute la journée, toute la nuit. Et ils ont vidé la décision à 4h, 5h du matin. Oui. J'ai été surpris de voir un magistrat qui a siégé sortir seul après un tel procès, sans être accompagné. Oui. À ce titre, dans le dispositif, dans le budget mis en place pour l'organisation de ces sessions, ils doivent pouvoir mettre à disposition des agents qui assurent leur protection. Donc ça, ils devraient le faire. Qui doit le faire Le président de la session. Donc je suis surprise je vous informe. que vous m'informez encore. Et je suis surprise de cet état de fait. On poursuit rapidement, mais maître. Oui, on poursuit. On arrive peu à peu et très rapidement vers la fin, oui. On a parlé des honoraires. Oui. Je crois que c'est vous qui avez dit que nous avons des honoraires colossaux. Les avocats sont dans une profession libérale. Oui. Nous fixons nos honoraires comme nous l'entendions. Nous n'accepterons pas que l'État s'occupe de nos affaires et surtout nous impose. Je ne suis pas bâtonnier, je ne suis pas membre du Conseil de l'ordre, mais je suis un ancien, un doyen, un des doyens du barreau. Je crois que tous les doyens du barreau n'accepteront jamais, même les avocats stagiaires qui viennent d'arriver. Madame le ministre, vous entendez bien ce que dit Maître Mbembe. Jamais que vous touchez... Vous avez présenté dans la première partie. Voilà. Oui. Vous touchez à nos honoraires. Mais nous n'avons pas parlé de vos honoraires. Non, et pourtant. Ouais. Faites la promesse que vous n'allez pas, si ça venait, vous n'allez pas toucher à notre liberté de fixer les honoraires. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, Maître Mbembe. Mais non, je profite. Oui. Vous vous inquiétez déjà d'avance, alors il n'était pas question de ça. Moi, j'aurais posé la question à Maître Mbembe. Vous vous basez sur quoi pour fixer vos honoraires? Très bien. Nous nous basons sur quoi? Sur la loi des avocats. Dans la loi des avocats, il y a les honoraires sur le travail accompli. Il y a les honoraires sur les résultats. Il y a d'autres honoraires, c'est clair et net, c'est une loi, c'est la loi des avocats prise par le législateur. Donc vous êtes du pouvoir exécutif, mais le pouvoir, nous sommes soumis, comme elle disait, j'ai suivi, les juges sont soumis à l'autorité de la loi. Nous également, nous ne sommes pas au-dessus de la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a pléthore de cabinets d'avocats au Gabon? Dieu merci, moi j'ai été dans beaucoup de pays du monde. Mais que ce sont les mêmes avocats qui reviennent sur plusieurs affaires? Mais oui, mais le problème c'est qu'il faudra que les avocats de leur côté fassent des efforts d'aller exercer en province. Oui. Tout le monde reste à Libreville-sur-Saône. C'est peut-être sur ce sujet qu'on va fermer, oui, allez-y. Je ne citerai pas certains avocats, 2 ou 3, qui aiment vivre en province pour aider la population. Ils ont ouvert leur cabinet là-bas. Peut-être qu'avec les tribunaux de commerce, on pourrait avoir des avocats qui s'installent à l'intérieur du pays. Mais nous avons des difficultés et je dirais à Madame le ministre, cette histoire de construire
des tribunaux partout, nous avons des difficultés. Au moment où nous plaidons au pénal, au tribunal de Libreville, nous avons d'autres affaires au tribunal de commerce spécialisé qui se trouve à Agondje. Hein? On a des difficultés et nos clients se plaignent. Alors on va laisser la parole à Madame le ministre pour répondre à cela et fermer le plateau, Madame le ministre. Maître Moubembe, je ne vous ai pas entendu, pas tant que nous souhaitions que vous nous félicitiez. Je vous félicite. Non. Je ne vous ai pas entendu dire que c'était une bonne chose. Je l'ai dit. Que nous ayons créé tribunaux de commerce. Vous m'excusez, je l'ai dit. Du travail, les juridictions spécialisées. C'est d'abord un premier pas. Pour fréquenter régulièrement le palais de justice, vous avez pu constater que sur le terrain maintenant, il y a une annexe, on va l'appeler annexe, mais c'est un bâtiment qui est en train d'être construit. Donc pour amener tous ces personnels-là à cet endroit. Merci. Donc le gouvernement, et par ma voix qui porte la mission justice, qui porte la politique gouvernementale en matière de justice, est conscient des difficultés infrastructurelles qui n'ont pas été suivies pendant des années. Il n'y a pas de route, on ne peut même pas arriver à infrastructurelle de construction de bâtiments, je disais. Nous sommes en train de le faire. Nous sommes conscients des difficultés des magistrats quant à leur cadre d'exercice. Nous sommes conscients de tout cela et nous sommes en train de faire des efforts importants à ce sujet. Nous ne pouvons pas faire de promesses en disant tel jour, telle heure, etc. C'est bien, vous parlez à l'indicatif présent, Madame le ministre. Voilà. Bien, Donc nous sommes conscients et nous nous attelons à le faire. Je voudrais vous dire que la justice est le socle d'une nation. Une justice juste et équitable n'est pas le seul fait d'une vision du chef de l'État, ni de la mise en place de politiques par le gouvernement. C'est l'affaire de tous, je dis bien de tous, toute une population, par une attitude, par un comportement, par une vision commune, afin que nous puissions atteindre cet idéal de justice. Voilà qui est dit. Merci, Maître Moubembe. Je vous remercie. D'avoir été avec nous sur ce plateau, avocat des causes difficiles, mais vous en sortez dans la plupart des cas. Merci d'être venu. Merci, Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour ce temps passé ici sur notre plateau. Nous avons été ravis de vous recevoir. C'est la fin de ce numéro de Face à vous. Merci, Madame, Messieurs, d'avoir été des nôtres. On va se retrouver peut-être prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Et s'il le faut, n'oubliez pas de prendre votre vaccin. Bonne soirée.